Papa, pourquoi elle vend du pain la veille de Noël? Demanda la fillette, puis le père célibataire fit l'impensable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Papa, pourquoi est-ce que la pauvre petite fille vend du pain la veille de Noël? Ces quelques mots ont fait voler en éclats les murs que Wyatt Clark avait si soigneusement érigés. La question innocente de sa fille allait le pousser à faire quelque chose que la plupart des gens qualifieraient d'impossible, transformer la tragédie d'une inconnue en miracle. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez dans le monde. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Papa, regarde. Le murmure d'Élodie a fendu la neige tombante comme une lame. Sa petite main, chaude dans celle de Wyatt, s'est soudainement raidie alors qu'elle montrait l'entrée de la boulangerie. Une enfant se tenait là, pas plus de 9 ans. Sa veste fine flottait sur sa petite silhouette. S'il vous plaît, du pain frais. La voix de la fillette était à peine audible par-dessus le vent. Les sacs de courses dans l'autre main de Wyatt lui parurent soudain d'un poids obscène. Il venait d'acheter les ingrédients pour les pancakes du matin de Noël, du beurre, du sirop, des fraises fraîches. Pendant ce temps, cet enfant... Papa, pourquoi est-ce que la pauvre petite fille vend du pain la veille de Noël? Ses yeux cherchaient dans son visage une réponse qu'il n'avait pas. La question flottait dans l'air glacial entre eux. Wyatt a vu un autre couple passer en hâte devant la fillette, détournant délibérément le regard. Puis un homme d'affaires, le téléphone collé à l'oreille, l'a contournée comme si elle était un lampadaire, invisible. Elle était invisible pour eux, mais pas pour Élodie, et soudain, plus pour lui. La fillette a légèrement bougé, et Wyatt a remarqué qu'elle gardait son poids sur son pied gauche, le droit étant enveloppé dans des sacs en plastique à l'intérieur d'une chaussure visiblement trouée. Elle s'était fabriqué une imperméabilisation de fortune avec des sacs poubelles et des élastiques. Débrouillarde, désespérée, 9 ans. Elle a l'air d'avoir froid, papa, a murmuré Élodie en se serrant contre lui. Vraiment, vraiment très froid, comme la fois où on est resté coincé dehors et qu'on a dû attendre le serrurier. Mais en pire. Attends-moi ici, ma chérie. Wyatt a guidé Élodie près de la fenêtre du café, dont la lumière chaude se déversait sur le trottoir. Reste là où je peux te voir. Il s'est approché lentement, ses pas crissant dans la neige fraîche. Les yeux de la fillette suivaient son mouvement, méfiant, calculateur, se préparant déjà à courir si nécessaire. Salut, a dit Wyatt doucement, en s'accroupissant à sa hauteur. De si près, il pouvait voir les ombres violettes sous ses yeux, ses lèvres gercées, la façon dont elle se balançait d'un pied sur l'autre pour se réchauffer. Comment tu t'appelles? Ses yeux bruns l'ont étudié un long moment. Eden. Eden? C'est un joli prénom. Je m'appelle Wyatt. Il a gardé sa voix douce, non menaçante. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis midi. Depuis midi? Wyatt a jeté un coup d'œil à sa montre. 19h43, près de 8h dans un froid glacial. Où sont tes parents, Eden? Quelque chose a traversé son visage. Une douleur rapidement dissimulée. Mon oncle s'occupe de moi. Et où est-il? Le regard d'Eden s'est tourné vers la taverne de l'autre côté de la rue. À travers la fenêtre sale, Wyatt a pu distinguer une silhouette affalée sur le bar, entourée de verres vides. Une rage, chaude et soudaine, a envahi la poitrine de Wyatt. Il l'a refoulée. Pas maintenant. Pas devant cet enfant. Eden, tu fais ça souvent? Vendre du pain. Tous les jours après l'école, et toute la journée les week-ends. Elle a dit cela d'un ton neutre, comme d'autres enfants parleraient de leur entraînement de football. Et si tu ne vends pas tout? Le silence d'Eden était une réponse suffisante. Où prends-tu le pain? A demandé Wyatt doucement. À la boulangerie. Elle a montré la boutique fermée derrière elle. Le matin, Monsieur Emily donne à mon oncle Easton le pain de la veille pour pas cher. Je dois le vendre 5 $ pièce. Oncle Easton dit que ça forge le caractère. Le caractère? La mâchoire de Wyatt s'est crispée si fort que ça lui a fait mal. Il s'est relevé, l'esprit en ébullition. Il restait 3 pains dans son panier. 15 $. 15 $ qui séparaient cet enfant de ce qu'il attendait dans cette taverne. Il a sorti son portefeuille, puis s'est arrêté. Acheter simplement le pain ne résoudrait rien. Demain, elle serait de retour, et le jour d'après, et le suivant. À moins que... Élodie, a-t-il appelé? Sa fille s'est approchée en sautillant. Je veux que tu achètes le pain d'Eden. Tout. Il a tendu un billet de 20 $ à Élodie, et l'a regardé le présenter solennellement à Eden. Voilà pour toi. Joyeux Noël.
Le sourire d'Élodie était un pur rayon de soleil. Les yeux d'Eden se sont écarquillés. Mais c'est trop. Le pain ne coûte que... Garde la monnaie, a dit Wyatt fermement, puis plus fort, pour s'assurer que quiconque regardait depuis la taverne l'entendrait. Merci pour le pain. Nous adorons le pain frais. Il a pris les pains, les a placés soigneusement dans son sac de course, puis a rendu le panier vide à Eden. Maintenant tu peux y retourner, n'est-ce pas? Tu as tout vendu. Eden a hoché la tête, mais la résignation dans ses yeux a fait mal à Wyatt. Elle savait que c'était temporaire. Ils le savaient tous les deux. Attends. Wyatt a sorti sa carte de visite. Eden, je veux que tu te souviennes de quelque chose, d'accord? Si jamais les choses tournent mal, si tu as besoin d'aide, tu appelles ce numéro. Jour et nuit. Eden a pris la carte, ses doigts tremblants de froid ou d'émotion, Wyatt ne pouvait le dire. Elle l'a étudiée attentivement, puis l'a glissée au fond de sa poche. Promets-moi, a dit Wyatt. Promets-moi que tu appelleras si tu as besoin d'aide. Je le promets, a murmuré Eden. Elle a fait 3 pas vers la taverne, puis s'est retournée. Monsieur Wyatt, personne ne m'avait jamais demandé mon nom avant. Quand ils achètent du pain, je veux dire. Ils le prennent et s'en vont. Alors, merci de m'avoir demandé. Ces mots ont frappé Wyatt comme un coup de poing. Combien de personnes étaient passées devant cet enfant, lui avaient acheté son pain, sans jamais se demander qui elle était. Alors qu'elle se dirigeait vers la taverne, chaque pas plus petit que le précédent, Élodie a tiré sur le manteau de Wyatt. Papa, pourquoi doit-elle y retourner? Pourquoi ne peut-elle pas venir avec nous? La question a transpercé quelque chose de profond dans la poitrine de Wyatt. Pendant un instant, il a vu un autre visage, celui de Pénélope, pâle et magnifique, même dans ses derniers jours. Elle aurait déjà été à mi-chemin de cette taverne, prête à se battre contre qui que ce soit. Nous protégeons toujours les vulnérables. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Sa voix était claire comme le jour dans sa mémoire. C'est compliqué, ma chérie, a-t-il finalement répondu, bien que les mots aient eu un goût de cendre. Cette nuit-là, Wyatt n'a pas pu dormir. Assis à la table de sa cuisine, son ordinateur portable ouvert, il cherchait. Eden Matthews. Il devait y avoir quelque chose, un dossier. Un article de journal datant de 2 ans. Un incendie domestique coûte la vie à Timothy et Sarah Matthews. Un radiateur défectueux en cause. Leur fille unique survit. La garde est confiée à l'oncle. La photo d'accompagnement montrait une Eden différente, souriante, tenue entre 2 parents aimants. C'était avant. Wyatt a cliqué sur d'autres articles, reconstituant la tragédie. Pas d'autres parents. Frank Matthews, l'oncle, avait été leur seule option. Un célibataire sans expérience dans l'éducation des enfants, mais la famille, c'était la famille. Les tribunaux en avaient décidé ainsi. Un autre article, celui-ci datant de 6 mois, une petite mention dans un bulletin scolaire sur des élèves vendant des articles pour une collecte de fonds. Il y avait Eden, le même panier, devant un autre magasin. L'article louait les élèves pour leur esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise. Il n'en avait aucune idée. Wyatt a pensé aux yeux vides d'Eden, à sa résignation, à la façon dont elle avait sursauté quand il s'était levé trop vite. Son téléphone était posé sur la table à côté de lui. En tant que travailleur social pour le comté, un poste qu'il avait accepté après la mort de Pénélope, ayant besoin de canaliser son chagrin dans quelque chose de significatif, il connaissait le système, savait à quel point il était difficile de prouver la négligence. Un enfant avec un abri et de la nourriture, même si cet enfant était forcé de gagner cette nourriture, les tribunaux pourraient ne pas y voir de la maltraitance. Mais forcer une fillette de 9 ans à rester dans un froid glacial pendant 8 heures la veille de Noël, cela devait compter pour quelque chose. Il a consulté sa base de données professionnelle, vérifiant les rapports antérieurs. Rien sur Frank Matthews. Eden avait été invisible pour le système, tout comme elle l'avait été pour les clients qui passaient. Wyatt a fixé la photo d'Eden avec ses parents. Sa mère avait les mêmes yeux bruns, le même menton déterminé. La main de son père reposait protectrice sur son épaule. Il l'aimait. C'était évident dans chaque ligne de leur corps, chaque sourire. Et maintenant, elle était seule, à vendre du pain dans la neige pendant que son oncle buvait. « Je suis désolé », a murmuré Wyatt aux parents sur la photo. « Je suis désolé que nous l'ayons abandonné. Mais je ne l'abandonnerai plus. » 3 jours passèrent. 3 jours où Wyatt est passé en voiture devant ce coin de rue, sans jamais voir Eden. 3 jours où Élodie a posé des questions sur la fille au pain. 3 jours où il s'est demandé s'il aurait dû en faire plus. Puis son téléphone a sonné.
Monsieur Clark. La voix était à peine un murmure. C'est Eden. Vous avez dit d'appeler si? Wyatt attrapait déjà ses clés. Où es-tu, ma puce? Au parc de Riverside. Oncle Easton m'a enfermé dehors. Il a dit que je mangeais trop et que je ne pouvais pas revenir avant demain. J'arrive dans 10 minutes. Trouve un endroit chaud pour attendre. Les toilettes, un abri, n'importe où à l'abri du vent. D'accord, monsieur Clark. J'ai peur. Je sais, ma puce. J'arrive. Tout va bien se passer. J'ai essayé d'aller à la bibliothèque, mais elle est fermée. Et le gérant du café a dit que je ne pouvais pas rester sans acheter quelque chose. Je n'ai pas d'argent. Oncle Easton a pris les $20 de la veille de Noël. Il a dit que je devais les avoir volés parce que personne ne paie autant pour du pain. Wyatt l'a trouvé sur un banc, les genoux ramenés contre sa poitrine, tremblant si violemment qu'il pouvait entendre ses dents claquer à 3 mètres de distance. Sa lèvre était fendue, du sang séché au coin. Eden, ta lèvre. Je suis tombé, a-t-elle dit rapidement. Trop rapidement. Wyatt a enlevé son manteau et l'a enroulé autour de ses épaules. Elle a disparu à l'intérieur. Si petite, si fragile. Ça suffit, a-t-il dit, sa voix calme malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. Nous allons à la police tout de suite. Non, Eden a attrapé son bras. Ils vont m'emmener. Les foyers d'accueil, c'est? Elle s'est arrêtée, mais Wyatt a entendu ce qu'elle n'a pas dit. Les foyers d'accueil étaient l'inconnu. Oncle Easton était un diable qu'elle connaissait. Eden, écoute-moi. Wyatt s'est agenouillé devant elle, s'assurant qu'elle pouvait voir ses yeux. Je travaille avec des enfants qui ont besoin d'aide. C'est littéralement mon travail. Je ne te laisserai pas disparaître dans le système. D'accord? Mais nous devons signaler cela. Nous devons nous assurer que tu es en sécurité. Vous promettez que vous ne les laisserez pas m'oublier? La question lui a brisé le cœur. Combien d'adultes avaient déjà oublié cet enfant? Je promets que je serai là à chaque étape. Eden a sorti quelque chose de sa poche. Sa carte de visite, usée et ramollie à force d'être manipulée. Je l'ai gardée, a-t-elle dit. Je la regardais tous les soirs. Parfois, je faisais semblant que vous étiez mon père, que vous viendriez me chercher pour me ramener à la maison. C'est bizarre? Non, a dit Wyatt, la voix rauque. Ce n'est pas bizarre du tout. Les heures suivantes se sont enchaînées dans un flou. Le poste de police, la déclaration d'Eden livrée d'une voix si basse que l'officier a dû se pencher pour l'entendre, les photos de ses bleus. Pas seulement la lèvre fendue, mais des marques sur ses bras, son dos. Des anciennes, des nouvelles, une carte de la douleur sur le corps d'une enfant. La policière qui a photographié les blessures d'Eden avait les larmes aux yeux en sortant de la salle d'examen. Cet enfant, a-t-elle dit à Wyatt, a enduré plus que n'importe quel enfant ne devrait le faire. Les anciennes fractures aux côtes, les cicatrices. Cela dure depuis un moment. Easton Matthews a été arrêté à 23h47, sorti du même bar où il était assis pendant qu'Eden gelait dans le parc. Il a ricané devant les officiers, a prétendu qu'Eden mentait, qu'elle était une enfant difficile qui inventait des histoires. Mais les Bleus ne mentaient pas. Les voisins qui se sont manifestés avec des histoires d'avoir entendu Eden pleurer ne mentaient pas. L'enseignante qui avait remarqué qu'Eden s'endormait en classe, qu'il avait vu compter l'argent du déjeuner comme si sa vie en dépendait. Elle ne mentait pas. J'ai essayé de signaler mes inquiétudes, a déclaré mademoiselle Rodriguez aux officiers. Mais Eden avait toujours des explications. Elle était si douée pour le couvrir. Elle le protégeait alors même qu'il lui faisait du mal. Eden a été placé en famille d'accueil d'urgence cette nuit-là. Une famille gentille, a assuré l'assistante sociale à Wyatt, expérimentée avec les enfants traumatisés. Mais alors que Wyatt rentrait chez lui, la carte d'Eden, celle qu'il lui avait donnée, serrée dans sa main comme un talisman qu'elle lui avait rendu pour qu'il la garde, il savait que ce n'était pas fini. Ça ne pouvait pas être fini. Papa? Elodie était censée dormir, mais elle était là, dans son pyjama, se frottant les yeux. Tu as trouvé la fille au pain? Oui, ma chérie. Est-ce qu'elle va bien? Wyatt a pensé à mentir, à protéger sa fille des dures réalités du monde. Mais Pénélope avait toujours dit que l'honnêteté, une honnêteté adaptée à son âge, valait mieux que de jolis mensonges. Elle est en sécurité ce soir, mais elle a besoin de beaucoup d'aide. Elodie s'est approchée, a grimpé sur ses genoux. On peut l'aider? Je vais essayer. Bien. Maman l'aiderait aussi. La gorge de Wyatt s'est serrée. Comment sais-tu ça? Parce que maman aidait toujours les gens.
C'est pour ça qu'elle est devenue infirmière. Elle me l'a dit avant d'aller au paradis, elle a dit que les cœurs sont faits pour aider les gens. Parfois, Elodie se souvenait de choses sur Pénélope que Wyatt avait oubliées qu'elle était assez grande pour comprendre. 4 ans quand Pénélope est morte. Mais d'une manière ou d'une autre, elle avait absorbé l'esprit de sa mère, sa compassion. Tu as raison, a dit Wyatt en lui embrassant le sommet de la tête. Maman aiderait certainement. Alors nous devons aider encore plus, a dit Elodie avec la logique d'une enfant de 7 ans. Nous devons aider pour nous et pour maman. La famille d'accueil était agréable, propre. Les parents d'accueil, Jim et Patricia, étaient des gens bienveillants qui faisaient cela depuis 15 ans. Mais lorsque Wyatt a rendu visite à Eden la semaine suivante, elle semblait diminuer, comme si quelqu'un avait baissé son volume. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, assis en face d'elle à la table de la cuisine. Eden a haussé les épaules. « Ça va. » Eden. « Ça va », a-t-elle répété plus fort cette fois. « J'ai de la nourriture, un lit. »« Ça va. » Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient qu'elle se noyait, juste dans une autre sorte d'eau. Wyatt avait amené Elodie avec lui, malgré l'hésitation des parents d'accueil. Mais au moment où Elodie est entrée dans la pièce en sautillant, quelque chose a changé chez Eden. « Salut », a annoncé Elodie. « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle a sorti un éléphant en peluche, violet et bien aimé. C'est Ellie. Elle m'a aidé quand j'étais triste pour maman. Peut-être qu'elle peut t'aider aussi. Eden a pris l'éléphant avec précaution, comme s'il pouvait disparaître si elle le tenait trop fort. Merci. Tu veux qu'on soit amis ? A demandé Elodie avec la simplicité directe que seuls les enfants possèdent. Elodie a regardé Wyatt, puis de nouveau Elodie. J'aimerais bien. Bien, parce que papa dit que tu pourrais venir vivre avec nous. J'ai toujours voulu une sœur. Wyatt a failli s'étouffer. Elodie, nous n'avons pas. Tu as dit que nous allions l'aider, a dit Elodie, confuse. La meilleure aide, c'est la famille. C'est ce que tu m'as dit quand mamie a emménagé après la mort de maman. La vérité sort de la bouche des enfants. Eden le fixait maintenant, l'espoir et la peur se livrent en bataille dans ses yeux. Vous voudriez de moi ? Et à ce moment-là, Wyatt a su. Il l'avait su dès la seconde où il avait enroulé son manteau autour de ses épaules frissonnantes. Peut-être même dès le moment où Elodie avait demandé pourquoi la pauvre petite fille vendait du pain la veille de Noël. Oui, a-t-il dit simplement. Nous voudrions de toi. Le visage d'Eden s'est décomposé. Mais je ne suis pas. Je ne sais pas comment être dans une vraie famille. Et si j'étais trop brisé ? Et si je ne pouvais pas être réparé ? Wyatt a contourné la table, s'est agenouillé à côté de sa chaise. Eden, tu n'es pas brisé. Tu es blessé. Il y a une différence. Les choses brisées sont jetées. Les choses blessées guérissent. Et tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être aimé. C'est tout. Juste être aimé. Le processus a été un marathon. Des vérifications d'antécédents qui ont scruté chaque aspect de la vie de Wyatt. Des visites à domicile où les travailleurs sociaux ont examiné les prises électriques et posé des questions sur les philosophies de discipline. Des entretiens qui ont fouillé dans son deuil de Pénélope, sa capacité à élever un enfant traumatisé, sa stabilité financière. Monsieur Clark, a dit une assistante sociale lors d'un entretien particulièrement éprouvant, vous êtes un père célibataire qui a perdu sa femme relativement récemment. Êtes-vous sûr d'être prêt à prendre en charge un enfant ayant un traumatisme important ? Je suis un père célibataire qui sait ce que signifie la perte. Je comprends le deuil. Je comprends la douleur. Et je comprends que la guérison se produit en communauté, pas dans l'isolement. Eden n'a pas besoin d'une famille parfaite. Elle a besoin d'une vraie famille. Le fait d'être lui-même travailleur social l'a aidé. Il connaissait le système, savait ce qu'ils avaient besoin d'entendre, savait comment naviguer dans la bureaucratie. Mais cela a quand même pris 3 mois. 3 mois de visite où Eden a lentement réappris à sourire. Où elle et Elodie sont devenues inséparables, Elodie bavardant assez pour elles deux. Où Eden a commencé à l'appeler Monsieur Wyatt au lieu de Monsieur Clark. Chaque mot un petit pas vers la confiance. Lors d'une visite, Eden lui a montré un carnet qu'elle tenait. « J'écris toutes les bonnes choses qui arrivent », a-t-elle expliqué timidement, pour ne pas les oublier. Wyatt a lu quelques entrées. Elodie a partagé ses biscuits avec moi. Monsieur Wyatt s'est souvenu que je n'aime pas les cornichons. Patricia m'a laissé l'aider à préparer le dîner. J'ai ri à la blague d'Elodie sur le poulet. Monsieur Wyatt a dit que j'étais courageuse.
De si petites choses, de si banales gentillesses qu'elle ressentait le besoin de documenter, de peur qu'elles ne disparaissent comme la brume du matin. Le jour du placement était le 15 avril. Wyatt a pensé avec un humour noir que c'était approprié, puisqu'il était sur le point de réclamer la déduction la plus importante de sa vie. Eden se tenait à l'entrée de ce qui serait sa chambre. Il l'avait peinte en jaune pâle. Elle avait mentionné une fois que les tournesols étaient ses préférés parce qu'ils se tournaient toujours vers la lumière. Elodie avait fait une bannière, « Bienvenue à la maison Eden », aux couleurs de l'arc-en-ciel. « C'est vraiment la mienne », a murmuré Eden. « C'est vraiment la tienne. » Elle a fait un pas à l'intérieur, puis un autre, a touché le bureau qu'ils avaient acheté, la bibliothèque déjà à moitié remplie de livres qu'Elodie avait choisis, le lit avec sa couette à tournesol. Puis elle a fondu en larmes. Pas les larmes silencieuses et contenues que Wyatt avait vues auparavant. C'étaient des sanglots profonds qui secouaient tout son corps et qui semblaient venir du plus profond de son âme. 3 ans de douleur, de peur et de solitude qui se déversaient en un flot. Wyatt l'a prise dans ses bras. Cet enfant qui n'était pas la sienne par le sang, mais qui était déjà la sienne de toutes les manières qui comptaient. C'est bon. Laisse tout sortir. Tu es à la maison maintenant. Je pensais, a-t-elle haleté entre deux sanglots, je pensais que personne ne voudrait jamais de moi. Oncle Easton disait que j'étais trop de problèmes, que mes parents étaient morts pour m'échapper. Non. Wyatt s'est reculé, s'est assuré qu'elle pouvait voir son visage. Tes parents t'aimaient. J'ai vu les photos, les articles. Ils t'aimaient tellement. Et maintenant, nous t'aimons. Elodie et moi, nous te choisissons. Tu comprends? Nous te choisissons. Eden a hoché la tête, hoquetant à travers ses larmes. Elodie est apparue à la porte, a grimpé sur le lit à côté d'eux. Ne pleure pas, Eden. Nous sommes sœurs maintenant, pour toujours et à jamais. Pour toujours, a demandé Eden, comme si elle avait peur d'y croire. Pour toujours et à jamais et jusqu'à l'infini, a confirmé Elodie. C'est plus long que pour toujours. La première année a été difficile. Plus difficile que ce que Wyatt avait prévu. Et il en avait prévu beaucoup. Eden accumulait de la nourriture dans sa chambre, des craquelins sous son oreiller, des pommes dans son tiroir. Même en sachant qu'il y en aurait toujours plus, son corps se souvenait de la faim. Ils ont travaillé là-dessus ensemble. Wyatt l'aidant à préparer un petit sac de collation qu'elle pouvait emporter partout jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. C'est normal de garder des collations, mais gardons-les dans une boîte spéciale pour qu'elles restent fraîches et que les fourmis ne viennent pas. Elle faisait des cauchemars terribles, où elle se réveillait en hurlant à propos du feu, d'être enfermée dehors, de pain qui ne se vendait pas. Wyatt restait assis avec elle, parfois jusqu'à l'aube, lisant des histoires ou simplement en étant présent. Une nuit particulièrement mauvaise, Eden a sangloté, je peux encore sentir la fumée parfois, celle de l'incendie. L'incendie qui les a tués. Wyatt l'a serré plus fort. Ça doit être si effrayant. J'aurais dû mourir aussi. Alors je n'aurais pas eu à aller avec oncle Easton. Non, a dit Wyatt fermement. Tu as survécu parce que tu devais le faire. Parce qu'Elodie avait besoin d'une sœur. Parce que j'avais besoin d'une autre fille. Parce que tu as des choses importantes à faire dans ce monde. Elle sursautait aux voix fortes, s'excusait constamment, demandait la permission pour tout, pour prendre de l'eau, pour utiliser les toilettes, pour exister. Mais lentement, si lentement, elle a commencé à guérir. La première fois qu'elle a ri, vraiment ri, pas seulement un sourire poli, c'est quand Elodie a essayé de faire des pancakes et a réussi à mettre de la pâte au plafond. Le rire d'Eden a commencé comme un gloussement, puis s'est transformé en quelque chose de beau et de libre. La première fois qu'elle l'a appelé papa, c'était un accident. Elle demandait de l'aide pour ses devoirs, frustrée par les fractions, et a dit « Papa, je ne comprends pas ça ». Puis elle s'est figée, les yeux écarquillés de peur. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Eden. La voix de Wyatt était épaisse d'émotion. « Tu peux m'appeler comme tu le sens. Papa, Wyatt, Monsieur Wyatt. Et, toi. Ce qui te met à l'aise. » Elle y a réfléchi un long moment. « Papa » a-t-elle dit doucement, testant le mot. « Papa, ça sonne bien. » L'adoption légale a été finalisée la veille de Noël, exactement 1 an après leur première rencontre. La juge Harrison, une femme âgée aux yeux bienveillants et aux cheveux argentés, a examiné une dernière fois les documents. Monsieur Clark, il est indiqué ici que vous demandez à adopter légalement Eden Matthews, à lui donner votre nom de famille et à assumer tous les droits et responsabilités parentaux. Oui, votre honneur. Et Eden, tu comprends ce que cela signifie, que Monsieur Clark deviendra légalement ton père?
Eden, vêtue d'une nouvelle robe verte qu'Élodie avait choisie, a hoché la tête. Oui, votre honneur. Il est déjà mon père. Ceci ne fait que le rendre officiel pour tout le monde. Les yeux de la juge Harrison se sont légèrement embués. En 30 ans de carrière, j'ai supervisé de nombreuses adoptions, mais il y a quelque chose de spécial dans une famille qui se choisit. Monsieur Clark, ce que vous avez fait est extraordinaire. Wyatt a secoué la tête. Non, votre honneur. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. J'ai donné une chance à un enfant. C'est là que vous vous trompez, a dit la juge. La plupart des gens achètent le pain et s'en vont. Vous avez changé une vie. Elle a signé les papiers avec panache. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Minnesota, j'accorde par la présente la requête d'adoption. Eden Matthews est désormais légalement Eden Clark. Félicitations à votre famille. Nous sommes officiellement sœurs. Élodie a attrapé sa sœur, riant à travers ses larmes. Puis elle s'est tournée vers Wyatt, cet enfant qui se tenait autrefois invisible dans la neige, et a dit les mots qu'il n'avait jamais osé espérer entendre. Merci de m'avoir sauvé. Non, ma chérie, a dit Wyatt en serrant ses deux filles contre lui. Merci de nous avoir sauvés. Parce que la vérité était qu'Eden les avait sauvés. Dans les années qui ont suivi la mort de Pénélope, avant de rencontrer Eden, Wyatt et Élodie survivaient, faisaient les choses machinalement, maintenaient des traditions qui semblaient vides sans elles. Mais Eden avait ramené quelque chose à la vie dans leur maison. Pas un remplacement de ce qui avait été perdu, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de beau né de la tragédie. Elle avait donné à Élodie une sœur, quelqu'un à protéger, à aimer et avec qui se disputer pour le temps passé dans la salle de bain. Elle avait donné à Wyatt un but au-delà de son chagrin, une raison d'être meilleur, plus fort, plus présent. Et peut-être plus important encore, elle leur avait montré que l'amour n'était pas limité. Il ne se divisait pas lorsqu'il était partagé, il se multipliait. L'article de presse est sorti 3 mois plus tard. Un travailleur social local adopte l'enfant qu'il a sauvé de la maltraitance, titrait le journal. Le journaliste voulait se concentrer sur l'héroïsme de Wyatt, mais il le redirigeait à chaque fois. La vraie héroïne, c'est Eden. Elle a survécu à des années de maltraitance et de négligence. Elle a eu le courage de faire confiance à nouveau. Elle a choisi d'aimer à nouveau malgré tout ce qu'elle avait traversé. C'est ça, l'héroïsme. L'article est devenu viral. Des messages ont afflué de tout le pays, des gens partageant leurs propres histoires d'adoption, de sauvetage, de choix de famille. Mais un message s'est démarqué. Il provenait d'une femme nommée Margaret, une ancienne collègue de Pénélope à l'hôpital. J'ai travaillé avec Penny pendant 5 ans. Elle disait toujours, la mesure d'une personne n'est pas ce qu'elle fait quand les choses sont faciles, mais ce qu'elle fait quand elles sont difficiles. Elle serait si fière de ce que vous avez fait, mais plus encore, elle serait fière de qui vous êtes devenu. Un homme qui voit l'invisible. Un père qui étend l'amour plutôt que de le garder pour lui. Merci d'honorer sa mémoire de la plus belle manière possible. Eden a 16 ans maintenant. Elle fait du bénévolat dans un refuge pour jeunes tous les week-ends, travaillant avec des enfants qui lui rappellent qui elle était. Elle leur raconte son histoire non pas pour les effrayer mais pour leur donner de l'espoir, pour leur montrer que le fond du gouffre peut devenir une fondation. Elle a encore de mauvais jours. Le traumatisme laisse des marques qui ne s'effacent jamais complètement. Parfois, elle se réveille effrayée. Parfois, elle accumule de la nourriture malgré des années d'abondance. Parfois, elle s'excuse de prendre de la place dans sa propre maison. Mais elle a aussi un père qui l'a choisi, une sœur qui l'adore et un avenir qui semblait autrefois impossible. La semaine dernière, elle a été acceptée dans un programme préparatoire au travail social pour les lycéens. Elle veut suivre les traces de Wyatt, être pour d'autres enfants ce qu'il a été pour elle, un phare dans la tempête. Pourquoi le travail social ? A demandé Wyatt, bien qu'il se doutât de la réponse. Parce que, a dit simplement Eden, tout le monde peut sauver quelqu'un. C'est vous qui me l'avez appris. Chaque veille de Noël, la famille Clark a une tradition. Ils achètent du pain frais dans les boulangeries locales, des dizaines de pains, et les livrent à des familles dans le besoin.